Hi Patrick, ça va? Oui, ça va et toi? Tu vas bien? Tu Oui, m'entends? je t'entends très bien, ouais. Super, super. Donc, je vois qu'il y a déjà 5 participants. On attend encore 6 minutes avant Ok, de commencer. Ok, super. parfait. Ils sont pas encore là. Ils ont join ou non? Pas encore. Il y a déjà 6 participants. Ok. Ok, on attend encore un peu. Ouais, ok. Là, je vais vérifier avec moi. All good. J'ai pas entendu. Tout va bien? Oui, et toi? Oui, oui, ça va. Ça va. Tu es prêt? Je sais pas. Je pense. J'essaie de faire tenir. Donc, il y a au total, on est à quoi? 15, une quinzaine de questions, c'est ça? 15. 15, Oui, oui. avec les deux qu'on a enlevés. C'est 1 heure plus un quart d'heure de questions. Oui, de questions. Ok, ouais. T'en fais pas pour le temps, c'est très flexible. Ok. Ouais.
je crois qu'on peut commencer. Alors, Ok. bonsoir à toutes et à tous à un nouveau webinaire organisé par le Comité France du Bloc national. Je suis Lim Haïdar, analyste au Bloc, et je reçois aujourd'hui Dr Patrick Karawani, expert financier et économique. Donc, merci beaucoup Patrick d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Merci à toi d'avoir organisé tout ça. Merci. Ok, donc avant de commencer, j'aimerais rappeler que si vous avez des questions, il faudrait les poser par écrit dans le Q&A. Et que notre session d'aujourd'hui, elle est riche en thèmes. Et nous essaierons de couvrir tous ces sujets en 1 heure. Et donc, parmi les thèmes que nous aborderons durant cette session, les dépôts, la baisse des importations et l'opportunité que cela pourrait offrir au Liban pour booster les exportations, la demande locale et la production locale, la sortie de crise et, si le temps nous le permet, le support du FMI. Cela dit, je crois que nous pouvons commencer. Donc, j'aimerais d'abord, Patrick, aborder un sujet qui touche plutôt la diaspora et les parents des étudiants libanais qui étudient à l'extérieur du Liban. Et donc, c'est les contrôles de capitaux. Nous savons qu'aujourd'hui, les banques sont en train d'appliquer une sorte de contrôle de capitaux informel. Et donc, ceci permet à certaines personnes, donc notamment celles qui sont exposées politiquement ou celles qui savaient à l'avance qu'il y aurait des contrôles de capitaux, de faire fuir leurs capitaux donc, à l'étranger. Et plusieurs plans de réforme, notamment celui de Macron, qui a été proposé en septembre 2020, proposent une sorte de légalisation ou de formalisation de ces contrôles de capitaux. Et ceci n'est pas un avis très populaire, dirais-je, donc surtout chez les parents qui ont des enfants qui étudient à l'étranger. Cela dit, je voudrais te demander quels seraient les effets positifs de cette formalisation des contrôles de capitaux. Oui, pour commencer, je pense qu'il y a une petite distinction à faire. Je pense que qu'elle soit populaire ou pas, je crois qu'à ce stade, il y a plus vraiment, il y a un contrôle de capitaux de fait qui met les banques face aux déposants et qui sont elles obligées de gérer les limites transférables ou pas. Je pense que la question qui doit se poser, c'est plus une question de répartition de ces transferts, des transferts de capitaux étrangers entre les différents déposants, mais surtout les différents cas de figure. C'est-à-dire que tu as mentionné tout à l'heure les déposants qui avaient des enfants ou des parents, des personnes de la famille étudiants à l'étranger. Ça, c'est un des cas qui ont été évoqués et qui sont souvent évoqués quand on parle de contrôle de capitaux. Alors là, on a vu que ça a été, tu as parlé d'injustice, il y a eu des transferts pour certains, pas pour d'autres. Il y a eu, donc il serait temps, je pense, que ce soit formalisé, que ça arrête de se faire au niveau individuel, que ça arrête de se faire au cas par cas et que ce soit vraiment institutionnalisé, qu'on sache qui peut, dans quelles circonstances, transférer quel montant. Ça aura le double effet de réduire l'injustice, mais aussi le plus important, c'est d'améliorer, de réduire l'incertitude. Et ça, c'est très important, je pense, à ce stade. Ok. Donc, quelqu'un dit qu'il y a un écho. Parler, ça a créé un précédent. Je pense que malgré la situation dans laquelle on est aujourd'hui, personne ne s'imaginait en tout cas que les restrictions pouvaient toucher les livres libanaises. Donc, là, on a créé un précédent. On a poussé les agents à intervenir le plus possible, à retirer le plus possible de livres libanaises, parce que éventuellement les restrictions pouvaient être appliquées autant au dollar qu'à la livre libanaise. Donc je crois que ça c'est au niveau politique, ça a créé un précédent
Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la BDL est revenue sur sa décision. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas eu peut-être un effet positif. D'ailleurs, on l'a vu, je ne sais pas si c'était un effet d'annonce, c'est peut-être aussi dû à la nomination d'un Premier ministre. Mais la livre libanaise a reculé sur le marché des chances. A reculé, c'est-à-dire que c'est apprécié en fait par rapport au dollar. L'effet positif, en fait, les dollars sont rares sur le marché. Donc le dollar s'apprécie depuis un an constamment. L'idée, c'était de raréfier un peu plus la livre libanaise pour que les agents n'aillent pas systématiquement retirer des livres libanaises pour les changer chez l'échangeur en dollars, et donc pour arrêter en fait d'irriguer le marché de livres libanaises et d'essayer de stopper un peu cette dévaluation de la livre. Je vois le raisonnement derrière, je vois que ça peut avoir un impact positif, mais il y a aussi l'effet négatif. L'effet négatif, c'est une baisse des liquidités qui sont déjà rares sur le marché. C'est évidemment négatif pour les commerces parce que c'est le seul vrai moyen de paiement. Ça rajoute de l'incertitude, on parlait d'incertitude tout à l'heure, ça rajoute de l'incertitude parce qu'en fait, ça crée une quatrième monnaie sur le marché. Et déjà, 2 monnaies, c'était compliqué. 3 monnaies, c'est un peu plus compliqué. Et là, une quatrième monnaie, sans parler des dérivés, ça commence à devenir très dur à gérer pour les commerces et pour les individus, pour les agents. Ok. Et tu as dit quelque part que cette annonce avait déjà donc, une sorte d'effet positif sur la liquidité déjà sur le marché en livre libanaise. Mais ceci n'est pas suffisant. Ceci n'est pas suffisant. Quelle serait, selon toi, la solution à cela? Comment retirer la liquidité, cette liquidité excessive qui a été imprimée durant les 8 ou 9 premiers mois de l'année 2020? Je pense en fait la question n'est pas vraiment là parce que la vraie question c'est de savoir combien de dollars on pourra avoir sur le marché et quand la solution commencera, c'est vraiment la raréfaction du dollar qui est à l'origine de la crise et pas l'afflux de livres libanaises. L'afflux de livres libanaises, ça a été une réaction pour essayer de fournir des liquidités au marché. Ça a eu l'impact qu'on sait sur la livre libanaise, mais c'est aussi et surtout la raréfaction du dollar qui a eu cet impact-là. Et là, le dollar, la Banque centrale ne peut évidemment pas en fournir de manière aussi abondante que ce qu'elle peut octroyer en livre libanaise, évidemment. Donc, c'est la question des réserves et on va aborder ce sujet. Et je pense que les réserves vont être abordées un peu plus tard. Voilà, c'est ça la contrainte qu'a la BDL quand il s'agit de vraiment essayer de contrôler le taux de change. Ok. Donc, après avoir abordé ces questions relatives au secteur bancaire et qui reflètent plutôt la situation économique drastique du Liban, attardons-nous un peu sur les opportunités qui pourraient émaner de cette crise économique, notamment en abordant le commerce international. Donc, comme tu le sais, et selon les dernières statistiques disponibles et qui datent malheureusement de juillet, les importations ont chuté de 49% en glissement annuel en juillet 2020 par rapport à juillet 2019. Ce qui a permis de, quelque part, réduire le déficit commercial de 55%, aussi en glissement annuel, en juillet 2020 par rapport à juillet 2019. Et ceci, comme tu le sais, est notamment dû à la dépréciation de la monnaie locale, donc la livre libanaise. Ici, j'aimerais te poser la question suivante. Comment le Liban pourrait-il bénéficier ou saisir cette opportunité incarnée par la dépréciation de la livre libanaise pour stimuler ses exportations? En fait, tu l'as dit, le premier impact, l'impact mécanique naturel du dépréciation de la livre libanaise, c'est que les importations deviennent plus chères. C'est une opportunité, c'est un coût, évidemment c'est un coût énorme. Ça crée aussi des opportunités, on va en parler tout à l'heure, mais il faut aussi s'attarder sur le coût parce que c'est aussi une augmentation, une diminution du pouvoir d'achat, une augmentation du coût de la vie. Comme tu le disais, les exportations n'ont quasiment pas bougé, les importations ont été diminuées de moitié, ce qui a réduit le déficit de 60% en un an. Ça, c'est un ajustement automatique. Les importations sont plus chères, en livre libanaise, on importe moins. C'est un ajustement automatique, mais là, est-ce qu'il est souhaitable?
ça nous fait revenir à une sorte d'équilibre au niveau macro. Le problème, c'est qu'au niveau micro, au niveau individuel, ça engendre beaucoup de souffrance, ça accroît la pauvreté parce que du coup, le pouvoir d'achat des ménages est diminué. Donc, je pense que ce n'est pas l'équilibre vers lequel il faut essayer de tendre naturellement. L'équilibre vers lequel il faut essayer de tendre, et on en parlait, c'est l'opportunité que ça crée au niveau de la production. Ça fait 25 ans, le taux de change fixe a eu beaucoup d'autres avantages, mais il a eu l'inconvénient de réduire la compétitivité de nos produits, des produits libanais par rapport aux produits importés. Oui. Parce que les prix importés étaient, en maintenant la livre artificiellement à 1500, le dollar à 1500, pardon, les produits importés étaient de fait moins chers que ce qui devait être, en fait, si le taux était flexible. Moins cher par rapport au prix aux produits libanais. Ce changement de prix maintenant, c'est si on veut passer tout le changement du taux la dépréciation du taux de change aux produits importés, c'est du x4 quasiment. Du x4, ça veut dire que les produits locaux deviennent 4 fois plus compétitifs. L'opportunité, elle est là. Ça ne veut pas dire que ça va se réaliser immédiatement parce qu'il faut plusieurs facteurs pour que les producteurs commencent à relancer la production, pour que les entreprises se créent. L'environnement actuel, malheureusement, est très instable. Il faut plus que du courage pour se lancer dans un environnement aussi incertain qu'aujourd'hui. On a toujours aucune solution. Ça fait 1 an que les discussions traînent, que les solutions, on les a, tout le monde les connaît. La question, c'est que politiquement, il n'y a pas de volonté de mettre tout ça en place. On est encore dans de la politique politicienne. Moi, je veux tel ministère, moi, je veux tel ministère, moi, j'accepte pas cette solution, j'accepte pas ça. Il n'y a pas de volonté de faire repartir le pays dans la bonne direction. Et je pense que malheureusement, ceux qui veulent le plus de bien au Liban ne sont pas forcément les décideurs libanais, mais plutôt les décideurs internationaux. On l'a vu à plusieurs reprises, notamment les dirigeants du FMI, les gouvernements européens. Donc voilà, malheureusement, il en faut encore un peu plus pour que les décideurs arrivent à se bouger et que ça aille dans le bon sens. Mais l'opportunité est là. Ok, donc tu as cité des solutions. Si l'on veut rentrer un petit peu dans les technicalités, donc qu'est-ce qu'on devrait faire concrètement pour stimuler les exportations? Je pense numéro 1, permettre aux entreprises de se former, d'évoluer de se créer, je veux dire, et d'évoluer dans un monde plus stable, moins incertain que le monde qu'elles ont connu dans les 25 dernières années. De leur libérer des ressources. Libérer des ressources, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire arrêter d'engraisser l'État et arrêter de diriger toutes les ressources vers l'État. Les banques commerciales étaient exposées à 60-70% à la dette souveraine. C'est-à-dire que l'État capturait plus des 2/3 des ressources du pays. Il restait ensuite des miettes aux entreprises qui avaient du mal à trouver des financements, qui, lorsqu'elles les trouvaient, bon, ça a empiré dans les 5 dernières années, mais même avant, lorsqu'elles les trouvaient, elles devaient payer des taux prohibitifs pour avoir accès au financement à cause de la demande de capitaux de l'État, qui en plus partait en corruption, en clientélisme, enfin tous les points qu'on connaît, sur lesquels on va parvenir, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais voilà, il faut libérer des ressources au secteur privé productif. Il faut leur créer un cadre légal, administratif, clair, simplifié, stable, pour qu'elles puissent entreprendre, pour qu'elles puissent investir, pour qu'elles aient confiance, qu'elles puissent embaucher. C'est ça qui est très important aussi. Parce qu'on parle beaucoup d'une baisse de la demande au Liban, on le voit avec les importations. Mais je pense que le problème principal aussi, c'est une baisse, on va revenir là-dessus tout à l'heure, mais c'est une baisse de la production, c'est une baisse de l'offre. C'est les entreprises qui sont obligées de fermer, c'est les commerces qui ferment, qui licencient, qui ne distribuent plus de revenus, et c'est ça qui entraîne la baisse de la demande. Le problème principal qu'il faut affronter, qu'il faut régler le plus vite possible, je pense, c'est le problème de la production et c'est le problème de confiance qu'ont les investisseurs dans le pays. Et la dernière année n'a rien fait pour arranger les choses. Je parle au niveau politique, évidemment. Oui.
Ok. Et donc, on devrait se focaliser sur améliorer l'environnement dans lequel opèrent les firmes nationales. Et tu as aussi évoqué production et confiance. Ici, j'aimerais te poser la question suivante. Sur quel secteur productif pourrions-nous nous focaliser? Je pense qu'il faut se poser la question différemment. On s'est posé la question à l'envers pendant très longtemps. Le Liban a été champion de produire des rapports, de demander des rapports, de payer des rapports pour qu'on nous dise sur quel produit il fallait produire, sur quelle industrie il fallait se focaliser, sur quel secteur il fallait investir. Et ça, c'est se poser la question à l'envers. Vous donnez un cadre légal propice, une administration simplifiée, un système moins corrompu, moins clientéliste à des entrepreneurs, et Dieu sait que les Libanais sont entrepreneurs. Eux sauront aller chercher les secteurs productifs, eux sauront aller trouver quelle opportunité de production s'offre à eux, quel bien ils peuvent produire, où le Liban a un avantage comparatif par rapport à d'autres pays de la région ou ailleurs. Et c'est vraiment ça la question. Il faut arrêter de perdre son temps à essayer à réunir cinq experts pour essayer de déterminer ou payer je ne sais pas combien de millions un rapport pour dire aux producteurs libanais ce qu'il faut produire. Ça, ils le trouveront. Il faut leur donner un cadre légal propice à ce qu'ils puissent produire. Et il faut arrêter, on l'a vu, on a entraîné systématiquement l'économie dans une mauvaise direction, une fois, deux fois, trois fois. C'est des politiques très coûteuses qui se sont succédées et qui ont mené aux résultats médiocres qu'on connaît. Donc voilà, il faut arrêter de se poser la question dans ce cadre, dans ce sens-là, de se dire, moi, État, voilà, je veux pousser la production de tel produit parce que je pense que c'est bien. Ça, c'est sans compter évidemment la corruption, le clientélisme, les intérêts que pourrait avoir l'État à pousser tel produit plutôt que tel produit. On l'a vu, ça c'est à plusieurs reprises de pousser la consommation de tel bien, la production de tel bien, parce que c'est dans l'intérêt de telle ou telle personne. Voilà, il faut libéraliser un peu plus l'entreprise et laisser ça au secteur privé. Le secteur privé saura trouver quel bien produire. Après, l'État a un rôle à jouer. L'État doit s'assurer que les entreprises ont des infrastructures, que les commerces, que les industries, que les services ont les infrastructures nécessaires pour pouvoir se développer et pour pouvoir être productifs. Je pense que le rôle de l'État est là, et en amont en fait. Ils ont un rôle plus important à jouer que de juste décider, voilà, il faut produire ça, il faut produire ça. Le rôle qu'ils ont à jouer, c'est l'éducation. Ça, c'est primordial, surtout dans la période actuelle. L'infrastructure, on a des infrastructures. On a essayé à plusieurs reprises de lancer telle industrie sans leur donner les moyens de l'ambition. En fait. Je vais prendre l'exemple des startups qu'on a voulu, que l'État, que la Banque centrale a notamment voulu pousser et voulu aider il y a 5 ans. C'est très bien. Il y a du talent au Liban, surtout dans ce domaine-là. Il y a eu de très très bonnes idées. Mais vous alliez voir une start-up il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans, ils vous disaient tous la même chose. On arrive à débloquer des fonds parce que c'est subventionné, mais on ne sait pas, on n'arrive pas on ne sait pas quoi en faire et on n'arrive pas à produire au Liban pour une raison simple, c'est que l'Internet ne fonctionne pas. On n'arrive pas à travailler avec des équipes en dehors du Liban. Si on veut grossir, si on veut atteindre une taille critique pour être rentable et pour avoir une valeur, pour augmenter notre valeur en tant que start-up, il faut qu'on s'exporte. Oui. Donc, le problème est là. C'est-à-dire que l'État a pris la décision quand je dis l'État, c'est pas l'État, c'est plutôt c'est au niveau de la politique monétaire. La BDL a pris la décision de favoriser, de subventionner les startups.
Mais si derrière l'infrastructure ne suit pas, l'État aurait dû se poser la question à l'envers. Pour pouvoir maximiser les chances à n'importe quel commerce, à n'importe quelle entreprise, à n'importe quel producteur dans le monde actuel de réussir, améliorer l'infrastructure, leur donner le maximum de chances pour réussir, plutôt que de leur dire quoi faire et de rentrer dans le micromanagement presque de faites ça, ne faites pas ça, produisez ce bien, pas celui-là. Ça, je pense que ce n'est pas la question qu'il faut se poser. Ok, donc il faudrait en gros améliorer la situation du doing business au Liban, c'est ça, les régulations, les procédures, l'infrastructure. Ok, mais je pense qu'il y a une autre contrainte ici sur laquelle il faudrait mettre la lumière. Donc il me semble que la main-d'œuvre libanaise au sein du marché du travail est plutôt qualifiée en termes de services. Donc, ces qualifications touchent plutôt au secteur du service plutôt que le secteur productif. Comment faire dans ce cas? Je pense que là, il y a une petite distinction à faire. Il ne faut pas opposer le secteur des services au secteur productif. Le secteur des services est productif. C'est plutôt l'opposition se fait plutôt entre services et industrie. Très bien. Notre main-d'œuvre, la population au Liban est qualifiée et s'oriente plutôt vers les services. Mais c'est très bien. Ça veut dire qu'il est là notre avantage. Ça veut dire que c'est là qu'on a un avantage par rapport à nos voisins, par rapport aux pays équivalents ou par rapport à d'autres pays. Donc, c'est sur ça qu'il faut se focaliser. Naturellement, les entreprises, on leur dit, vous avez un pool de talents spécialisées dans la production de services, c'est là qu'elles vont aller piocher, c'est là qu'elles vont aller recruter des talents et c'est là que vont se former les entreprises les plus productives. Au contraire, c'est très bien si on est les services, ça a en moyenne une valeur ajoutée plus élevée que l'industrie. C'est vraiment tout ce qui a trait à la technologie et c'est vraiment sur ça qu'il faut miser. Il ne faut pas regarder en arrière et se dire les pays européens se sont développés d'abord par leur industrie. Ça, c'était il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans. Là, on est dans une ère, et on le voit aux États-Unis, on le voit en Europe, bon, on en est loin malheureusement, mais c'est sur ça qu'il faut miser, et c'est ça qui est l'avenir, et c'est ça qui sera porteur de croissance à l'avenir. Et c'est tant mieux si nos travailleurs, si les Libanais ont un avantage comparatif là-dedans. Ça veut dire que le secteur productif va se diriger vers ce secteur, vers cette industrie, parce qu'ils peuvent embaucher des talents, parce qu'on les a, les talents. Donc je pense que ce qu'il faut se demander, c'est on a des talents dans le secteur des services, pourquoi on n'a pas eu d'entreprises qui sont créées? Pourquoi elles n'ont pas été aussi productives qu'elles auraient pu être? Et pourquoi elles n'ont pas été aussi, pourquoi elles n'ont pas réussi autant qu'elles auraient pu? La question, vous leur demandez, elle est toute simple. Peut-être qu'il y aura d'autres problèmes plus tard, mais vous leur demandez, la réponse est toute simple. Il n'y a pas d'Internet. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est l'infrastructure. Ça paraît bête à dire, mais c'est la raison principale pour laquelle vous demandez à 15 startups d'il y a 5 ans, 9 vous diront, 14 vous diront l'Internet. On n'arrive pas à produire. Exactement. Ok. Maintenant, passons plutôt à une question relative au financement du secteur privé. Avec le surgissement de la crise, le secteur privé souffre de plus en plus d'un problème de financement. Et on sait que ce financement devrait être assuré par les banques commerciales. Comment assurer au sein de cette crise le financement au secteur privé? Je pense qu'il faut... C'est une très bonne question. Il faut distinguer là, le court terme et le long terme. Parce que dans le court terme, on est quand même... c'est pas vraiment on n'est pas dans le cadre idéal pour planifier à moyen terme ou encore moins à long terme. À court terme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arriver à financer l'économie libanaise. On est en pleine crise financière. Les fonds ne circulent plus, la confiance n'est plus là. Comment faire repartir l'économie à partir d'ici? Je pense que l'intervention d'une organisation internationale, et tout le monde peut dire la même chose, est indispensable. Parce qu'il là, l'économie est à l'arrêt. Elle est pire qu'à l'arrêt et en recul. Il faut l'étincelle
qui va faire repartir. L'étincelle, c'est quoi? C'est des liquidités sur le marché pour faire repartir à la fois la production, la confiance des ménages, la confiance des entrepreneurs, la confiance des entreprises, des investissements. Tout ça, c'est des segments qui sont quasi à l'arrêt quasi total en ce moment. Si on veut que ça reparte, il faut injecter, il faut retrouver des liquidités sur le marché. Ça se fait par des organisations internationales. Ce qui est malheureux d'ailleurs, c'est que le FMI, entre autres, le FMI n'attend que ça. Ils ont un sac de cash et ils attendent de pouvoir nous le libérer. Tout ce qu'ils nous disent, c'est le Drian a eu cette formule, le Drian qui est ministre des Affaires étrangères français, nous a dit, a eu cette formule, dit aidez-nous à vous aider. C'est-à-dire que eux, ils n'attendent que ça. La communauté internationale, les Européens, le FMI n'attendent que ça de pouvoir aider le Liban, mais il faut quand même qu'ils aient un partenaire. Georgieva, managing director du FMI aussi, a lancé aux politiciens libanais. Ils ont besoin d'un partenaire. Ils ont besoin, exactement. Ils auront beau prendre les décisions qu'ils veulent, c'est finalement le gouvernement libanais qui va devoir se retrousser les manches et aller implémenter toutes ces mesures. Alors après, on leur fait confiance, c'est pas confiance. J'espère que le gouvernement qu'on aura sera indépendant et pourra mettre en place les mesures que demande le FMI et la France. Les mesures du FMI ne sont pas encore claires, mais ça va probablement toucher à la corruption, la transparence. Voilà. Évidemment, ça va être la réforme du secteur public, dont on espère qu'elle pourrait être mise en place. Oui. Est-ce que tu penses que pour ce financement du secteur privé, le Liban devrait-il recourir à l'instauration de banques internationales au Liban ou banques étrangères pour restaurer la confiance et financer ce secteur privé? Là encore, il faut laisser le marché. C'est pas au gouvernement. Je pense pas que ce soit au gouvernement de décider si c'est les banques libanaises qui doivent y participer ou pas. Ça peut être des banques étrangères qui prennent du capital dans des banques existantes. Ça peut être des banques étrangères qui s'implantent. Je pense pas qu'on en soit là. Mais pourquoi pas? Si une banque étrangère veut prendre du capital dans une banque libanaise, tant mieux. Je pense more than welcome. Ok. Donc, passons maintenant au thème le plus pertinent de notre discussion et qui est la sortie de crise. Donc, le Liban, comme tu le sais, fait face à de multiples crises, un amalgame de crises. Crise économique, financière, monétaire, bancaire, sociale, humanitaire. Quel serait le plus judicieux à ton avis? Est-ce que le Liban devrait adopter une approche holiste pour résoudre toutes ces crises en même temps, ou bien devrait-il choisir des priorités et les résoudre en premier lieu? J'ai envie de dire, oui, qu'ils adressent toutes les crises en même temps. On a une crise, il y a le choix. Il y a une crise financière, il y a une crise économique, politique, sociale. Donc, si je veux être utopiste, oui, adresser-les toutes, régler-les toutes tout de suite. Mais je pense qu'ils ont prouvé qu'ils avaient beaucoup de mal déjà à se focaliser sur le plus urgent, c'est-à-dire la crise financière, la crise sociale, qui a généré énormément de souffrance. Et ça, ils n'ont pas pu l'adresser, tout simplement. Je pense qu'il faut point par point avancer, parer au plus urgent. Le plus urgent, c'est la crise sociale, la crise financière, redresser la confiance, cibler un peu plus les mesures, parce que la BDL fait ce qu'elle peut en subventionnant telle matière première ou importation, ou médicaments, blé. Peut-être qu'il faut un peu plus cibler ça, parce qu'il y a des personnes qui en ont besoin plus que d'autres. Il y a des Libanais pour lesquels c'est une question de survie, de pouvoir prendre sa voiture et aller travailler, et qui n'auront plus les moyens au taux du marché, c'est-à-dire visiblement, je n'ai pas envie de m'avancer pour la BDL, mais visiblement dans 3 mois, même dans 2 mois et demi, là, ils vont couper
les subventions qu'ils ont annoncées. Mhm. Bon, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu cibler un peu plus pour avoir 6 mois de marge pour les personnes les plus à risque, qui en ont le plus besoin? Est-ce qu'il ne fallait pas un peu plus, je dis n'importe quoi, mais financer les importations de carburant ou de certains médicaments voilà, certains médicaments, j'entends les plus nécessaires. Alors, peut-être qu'ils l'ont fait, mais ils n'ont pas communiqué en tout cas là-dessus. Et je ne sais pas s'ils n'ont pas communiqué sur un plan à partir de janvier. J'ai juste, on peut lire un peu, et en parlant à droite, à gauche, je pense que c'est principalement, le plan là, c'est d'arrêter. Après, ce qu'ils vont pouvoir faire, et la question est, qu'est-ce qu'ils ont les moyens de faire? Parce que là, là aussi, j'ai pas envie de m'avancer pour eux, mais il semblerait qu'ils aient entre 19 et 20 milliards de réserves, dont 17,5 sont des réserves obligatoires des banques qui sont sacrées et que la BDL ne peut pas toucher. Ou en tout cas, pas très facilement, ou pas du tout. Ce qui laisse pas grand-chose, ce qui laisse 1,5 à 2 milliards en fonction des chiffres. Donc, c'est pas, la BDL n'a pas énormément de marge de manœuvre, a priori. Ça, il aurait mieux valu le prévoir un peu plus tôt. Exactement, exactement. Donc, maintenant, parlons un peu politique, économique. Quels sont, à ton avis, les défauts les plus flagrants qui ont été commis en termes de politique économique au Liban? On a le temps, là? Oui. Je pense qu'il faut distinguer. En fait, il y a eu parler des deux principales. Je vais pas m'étendre, mais je vais parler vaguement. Je vais parler uniquement de la politique monétaire et de la politique fiscale high level. La politique monétaire, je pense, pour commencer par là, a été il faut le rappeler, a été une très bonne politique de sortie de crise. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Il y a 30 ans, le pays sortait de la guerre. On était dans une situation comparable à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire plus de confiance, instabilité financière, pas de croissance économique, voilà, donc name it. Donc il fallait commencer quelque part et il fallait créer de la certitude pour pouvoir relancer l'économie et faire repartir l'activité économique. Quand le taux de change est divisé par, j'ai pas le multiple en tête, pendant 15 ans, le premier message qu'on peut envoyer aux agents, c'est leur dire, écoutez, cette source d'instabilité, on va essayer de la gommer. Comment on la gomme? On fixe le taux de change. À l'époque, c'était 1507,5 ou 1500 et 1515. Voilà. Je pense que là, la politique, le régime de change fixe a eu son intérêt et a eu beaucoup d'intérêt et a permis de faire repartir, bon, ça a duré le temps que ça a duré, mais a permis de faire repartir l'économie. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est, voilà, on est dans cette situation, la Banque centrale ne peut plus défendre le PEG à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la solution? La solution ici, on l'a évoqué au départ, c'est que la solution est dans le problème en fait. C'est-à-dire qu'en laissant flotter le taux de change, on a ajusté automatiquement les prix de la production locale, le prix des exportations, le prix des importations et le prix de la production locale. Nos produits sont plus compétitifs par rapport aux produits importés, étrangers. Donc, encore une fois, il faut recréer un cadre financier, économique, politique qui permette aux individus, aux agents de prendre des risques, de produire, d'investir, d'embaucher pour que l'économie puisse repartir. Ok. Donc, une question du public et une question que j'avais moi-même préparée.
Penses-tu qu'il serait temps, au lieu d'un simple changement de politique économique, de reconsidérer le modèle économique libanais? Oui, bien sûr qu'il faut considérer le modèle économique libanais. Le modèle économique libanais, c'était on consomme beaucoup, on ne produit pas grand-chose, on n'exporte pas grand-chose non plus. Alors évidemment, il y aura des critiques, il y aura des personnes qui diront si on produit ça, 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 mais le fait est qu'en agrégé, au niveau macro, on produit beaucoup moins que ce qu'on consomme. On n'exporte pas grand-chose et on importe énormément du coup pour pallier à cette consommation. En plus, en face de ça, on avait un État qui capturait toutes les ressources du pays, qui eux consommaient aussi énormément, qui capturait, on l'a dit, 2/3 des ressources du secteur privé. 2/3 des ressources totales du pays, qui laissait 1/3 au secteur privé. Donc ça, qu'est-ce que ça fait? Ça crée un besoin de financement. Ce besoin de financement, oui. Pour le combler, c'est principalement, je vais faire des raccourcis, mais c'est principalement les Libanais de la diaspora qui envoyaient de l'argent dans leur compte au Liban ou dans le compte de leur famille qui arrivaient à financer ce déficit. Là, malheureusement, et ça permettait de maintenir un taux de change fixe en permettant à la BDL d'accumuler des réserves. Ils l'ont fait autant que possible. Ça a été leur politique pendant très longtemps de maintenir ce taux de change fixe. Là, ce système économique est très, j'allais dire instable, mais c'est pas vraiment ça, est très fragile. Parce qu'au moment où la confiance n'est plus, ça fait 3-4 ans que les gens commencent à se poser des questions et malheureusement que les flux commencent à s'inverser. Les agents commencent à se poser des questions, la confiance se détériore, plus personne ne voulait envoyer de fonds au Liban et au contraire, les flux allaient dans l'autre sens. Ce qui n'a plus permis à la BDL d'accumuler suffisamment de réserves pour financer les deux déficits. Les deux déficits n'étant plus financés, l'ajustement s'est fait par le taux de change. On l'a vu qui est passé de 1500 au marché, sur le marché officiel on est à 7500 à peu près aujourd'hui au marché noir. Donc voilà, c'est là vraiment le changement de régime qui doit être opéré au Liban. Il faut qu'on passe à une économie productive qui produit ce qu'ils consomment. Tant mieux s'ils en produisent plus, s'ils exportent, c'est très bien, mais voilà, c'est là qu'il faut que le changement s'opère. Comment ça s'opère? On en a parlé tout à l'heure. Créer un cadre légal favorable à l'entreprise, à l'entrepreneuriat, augmenter la transparence, réduire la lourdeur administrative. Ça se fait en deuxième étape. Maintenant, il faut résoudre l'instabilité, il faut résoudre le problème d'instabilité. C'est ça l'urgence maintenant pour qu'on puisse produire. Et surtout, alors ça c'est au niveau structurel, mais au niveau conjoncturel, le plus important c'est le désendettement, mais pas conjoncturel, structurel de l'État. Il faut que l'État arrête de capturer toutes les ressources de l'économie libanaise. Il faut 60-70% des dépôts dans les banques commerciales qui financent l'État, ça c'est fini, ça, il faut que ça s'arrête. Il faut que les ressources aillent au secteur privé, il faut que le secteur privé puisse avoir accès à ces ressources-là pour pouvoir produire. C'est ça, je pense que c'est là qu'il faut que le changement s'opère. D'accord. Et encore une question du public dans ce cadre. Ne pensez-vous pas qu'une économie plus sociale pourrait à terme être plus saine? Être plus saine. Ça dépend de ce qu'on entend par plus social. Pour moi, une entreprise où les compagnies peuvent produire plus, peuvent investir, peuvent embaucher, peuvent payer des salaires, c'est du social, ça pour moi. Il faut laisser. On a vu que quand on a confié le social à l'État, les gens sont morts de faim.
Donc, il faut laisser sa chance au secteur privé à un moment parce que une économie dont l'État capture 60%, 60, plus 70% des ressources, ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'on se dit on va vers plus d'État, plus de redistribution, plus de social, ou est-ce qu'on produit pour ensuite générer du social et ensuite payer des salaires, payer investir, etc. Ok. Je ne sais pas si ça répond à la question, je ne sais pas si la personne a un commentaire, mais voilà. Oui, si vous avez un commentaire, écrivez-le s'il vous plaît. Ok. Maintenant, je dirais qu'il existe un conflit d'intérêts clair entre le gouvernement et l'ABL. Donc, d'une part, le gouvernement se focalise sur la restructuration de la dette externe au détriment du secteur bancaire. Et d'autre part, l'ABL et le secteur bancaire se focalisent ou bien veulent à tout prix préserver l'intérêt des banques. Quelle serait selon toi la manière la plus juste pour répartir les pertes? Je pense que je ne sais pas si juste est le terme que j'emploierais. Je pense qu'il faut trouver la manière la plus efficace de répartir les pertes. Ce que le gouvernement propose, c'est assez simpliste. Ils disent, bon, voilà la perte qu'on estime. Tout le monde prend sa perte et à la maison. Je pense que c'est pas réaliste de mettre à terre comme ça le secteur privé, le secteur financier. Si on veut, on parlait tout à l'heure, et si on veut une reprise, il faut qu'il y ait du financement. Le financement doit venir des banques. Je pense qu'on envoie le mauvais signal. On parlait tout à l'heure de potentiellement de banques vous me posez la question de banques qui voudraient potentiellement s'implanter au Liban. Je ne sais pas si c'est le cas, je ne sais pas quand ce sera le cas, je ne sais pas s'ils voudront racheter, s'associer à des banques libanaises. Ça peut prendre différentes formes. Mais la question est comment ne pas impacter négativement la confiance, comment faire repartir l'économie. Je pense qu'en tapant sur les banques, c'est le meilleur moyen de porter un coup encore plus important sur la confiance. Il ne faut pas oublier, en fait, là, il faut aussi rappeler que c'est quand même l'État qui a fait défaut sur sa dette. C'est l'État qui capture tant de ressources. C'est-à-dire que l'agent qui est à l'origine du défaut, il ne faut pas le rappeler, c'est l'État. C'est-à-dire que bon, les banques ont leur part de responsabilité, les banques ont financé l'État, mais j'ai envie de dire, quel choix les banques avaient à ce moment-là. L'économie est partie dans une telle spirale d'endettement public que finalement les banques se sont retrouvées coincées, se sont retrouvées victimes de cet engraissement de l'État et de cette corruption, ce clientélisme. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il faut arrêter. Je pense que c'est quelques politiciens qui essayent d'être un peu populistes pour rejeter un peu la faute sur quelqu'un d'autre qu'eux, pour que les yeux ne soient plus braqués uniquement sur eux, mais trouver un bouc émissaire qui permette de détourner un peu l'attention. Je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même la corruption qui est à l'origine, la corruption et les politiciens qui sont à l'origine de toute la souffrance de cette crise qu'on est en train de vivre. Ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, chacun a sa part de responsabilité. Les banques sont un acteur, probablement qu'il y aura des efforts à faire de tous les côtés, mais se dire comme ça, voilà la perte, vous la prenez et on repart à zéro. C'est-à-dire que c'est quand même gros de la part de l'agent qui a fait défaut de dire à ses créanciers, voilà, vous prenez la perte et on n'en parle plus. Ça me paraît un peu gros. Ok. Maintenant, quelles sont selon toi les réformes? Donc, on en a déjà un peu parlé brièvement au début, mais quelles sont selon toi les réformes requises pour activer le support du FMI?
Alors, le FMI lui-même n'a pas encore défini les réformes. C'est une excellente question parce que je pense que c'est ça qui va déterminer l'aide du FMI. Bon, ça va nous faire sortir de la crise financière peut-être à court terme, mais ce qui va nous vraiment faire repartir le pays, ça va être les réformes qui vont être mises en place. Le FMI lui-même n'a pas encore, ou en tout cas au mois de juillet, jusqu'au mois de juillet, n'avait pas encore communiqué des mesures précises. Ça va évidemment avoir trait à la baisse de la corruption, à la transparence, à plusieurs facteurs qu'il va falloir surtout au niveau du secteur public, il va falloir nettoyer un peu. Il va falloir être plus crédible. Voilà, il va falloir changer de régime, comme on disait tout à l'heure, et montrer qu'on est crédible. Il va falloir le montrer au FMI et il va falloir le montrer aux autres bailleurs, notamment à la France. Ok. Et maintenant, étant donné les conditions relatives au support du FMI, est-ce que ce support du FMI est suffisant pour la sortie de crise? Et sinon, comment pallier les pertes restantes? C'est suffisant. Le montant dont on parle, c'est 10 milliards. Est-ce que c'est suffisant? Je ne pense pas. Ce sera peut-être suffisant, j'espère, pour sortir de la crise financière, pour parer au plus urgent, pour faire repartir l'économie. Mais ça va dépendre justement des réformes. Parce que si on déboursait 10 milliards dans l'état actuel des choses, je pense que ça va aller dans un puits sans fond. C'est mettre de l'argent dans une poche trouée. Il faut d'abord recoudre cette poche, il faut améliorer la situation, mettre en place toutes les réformes dont que le FMI nous communiquera. Je pense que là, ce sera très important. Et là, les 10 milliards peuvent effectivement faire repartir l'économie dans le bon sens. Après, est-ce que d'un coup de baguette magique, ça fera disparaître toutes les pertes? Je ne pense pas. Les pertes, il faudra les étaler. Elles seront là et il va falloir les payer d'une manière ou d'une autre sur une certaine période. Et je pense que voilà, l'approche de la Banque centrale et du système financier me paraît plus pragmatique que l'approche du gouvernement qui tient à dire voilà, on a fait défaut, vous prenez la perte et on repart de zéro. Les banques et la Banque centrale sont plus pragmatiques dans le sens où elles essayent, à mon sens, de trouver un moyen, non pas plus juste, mais plus efficace de répartir cette perte. Il faut la prendre, mais sans mettre à terre le système financier. Ok. Maintenant aussi, nous en avons un peu parlé brièvement au début, mais j'aimerais un peu m'attarder là-dessus. Donc, concernant la politique de change, est-ce que serait-il plus judicieux pour les décideurs d'adopter un taux de change fixe, donc refixer le taux de change, ou bien un taux de change flottant? Bonne question. Je pense qu'un taux de change fixe a ses avantages. On en parlait, stabilité financière, et a ses inconvénients. C'est-à-dire qu'il peut être attaqué. J'ai pas en tête un taux de change fixe qui est duré de manière indéfinie. En général, ce qu'un pays fait, l'idée derrière un taux de change fixe, c'est de se dire voilà, on est en période très instable. Il faut un message fort aux investisseurs qui va dire voilà, on va fixer le taux de change, on va créer un peu plus de certitude pour que vous puissiez produire, pour que vous puissiez prendre vos décisions économiques. Mais l'idée, c'est quand même d'en sortir au bout de quelques années. J'ai pas en tête parce que si on n'en sort pas, à la première crise de confiance, les investisseurs vont attaquer ce PEG, ce taux de change. C'est arrivé dans les pays d'Amérique latine, c'est arrivé dans certains pays d'Asie, et peu de taux de change finalement ont réussi à survivre. Et d'ailleurs, le FMI pousse à libéraliser les taux de change de plus en plus, et s'ils nous venaient en aide, probablement qu'ils exigeraient le flottement de la monnaie. Je dis probablement, je ne vais pas parler à leur place, mais ça va
Alors, ce sera pas fait d'un coup, ce sera probablement graduel. Mais je vois mal enfin, je ne vais pas me prononcer pour eux. Voilà, donc je pense que la question sera là. Un taux de change flottant, si on arrive à être sérieux, si on arrive à se mettre des règles, alors un taux de change flottant, ça ne veut pas dire qu'on va être d'un coup dans une tornade d'incertitude financière. On peut avoir d'autres règles. La Banque centrale, ils ont été très bons pour défendre ce PEG pendant 20 ans. Ils pourront être très bons aussi pour mettre une autre règle de politique monétaire. Ils peuvent décider de contrôler l'inflation. Maintenant, ça paraît évidemment compliqué. On est à un taux d'inflation à 3 chiffres. Ça va de 100 à 150% en fonction des sources cette année. Mais il pourrait y avoir d'autres règles qui vont laisser le taux de change, par exemple, flotter et mettre une règle d'inflation qui va là aussi créer plus de certitude. Alors, c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en Europe. Et ces deux pays et zones qui s'en sont plutôt bien sortis, je pense, les 30 dernières années. L'un plus que l'autre. Mais... Donc, ici, on a parlé du taux de change flottant. J'aimerais un peu poser une question de réflexion plutôt. Donc, depuis les années 90 et grâce à l'ancrage du taux de change, les Libanais, donc notamment les importateurs, ceux de la classe moyenne, etc., se sont habitués à plutôt un mode de vie aisé. Si le taux de change devient flottant, comment ceci se répercuterait sur ce mode de vie, sur cette qualité de mode de vie? Je pense qu'ils se poseront la question autrement. Les importateurs sont des agents, ont un business, sont de gros employeurs au Liban. Donc, c'est par nature des entrepreneurs, les importateurs libanais. Donc, si à un moment on leur dit que voilà, les biens que vous importez ne sont plus aussi compétitifs qu'ils l'étaient, ils ont les ressources, les ressources, je veux dire les ressources, ils ont les employés, ils pourront se dire, par exemple, voilà, si on n'arrive plus à l'importer, on va peut-être le produire. Ils se poseront des questions différentes, ils se poseront la question autrement. Mais c'est des entrepreneurs, ils sont importateurs parce que l'environnement économique les a poussés à aller dans cette direction. Mais s'ils devaient être producteurs, je pense que c'est des entrepreneurs, donc il n'y aurait pas de sujet, je pense. Voilà, c'est ça. Après, les politiciens, oui, peuvent résister ou pas parce qu'ils ont des intérêts. Mais je pense que la question n'est pas est-ce que les politiciens voudront ou ne voudront pas. La question, ça va plutôt être, en ce qui concerne le taux de change, ça va plutôt être est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on ne peut pas retourner vers un taux de change fixe. Alors, j'ai dit tout à l'heure que la BDL ne va pas y revenir, mais on ne sait pas. Il faut voir, ce sera la décision de la BDL, mais il va falloir il va falloir se retrousser les manches s'ils veulent y arriver. Et voilà, si on veut changer, on parlait tout à l'heure de changer de système, si on veut changer de système, c'est peut-être pas nécessaire de gaspiller autant de ressources pour fixer. Voilà, ce sera une décision. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Un taux de change flottant me paraît plus soutenable, à condition qu'on arrive à produire. Parce qu'un taux de change flottant dans l'état actuel des choses, si la production ne redémarre pas, on voit ce que ça donne. C'est de l'hyperinflation, c'est à l'extrême de ce qu'on est en train de vivre. Évidemment, on en est loin, mais voilà, il y a le Venezuela dont l'économie fluctue avec le cours et avec leurs possibilités d'exporter leurs matières premières, leur pétrole. Donc voilà, on peut pas être dépendant de. Il faut qu'on puisse produire. Il faut qu'on arrive à produire ce qu'on veut consommer et ce qu'on veut exporter. Si on arrive à exporter, si on arrive à produire davantage, parce que je pense qu'on a les ressources. L'économie libanaise est assez riche de talents, de volonté d'entreprendre. Les Libanais sont résilients. On le dit,
dit et répété, mais je pense que c'est important de le dire. Ok, donc ici, donc, les importateurs vont se dire que je vais produire ce produit au lieu de le consommer. Ok, mais par exemple, les décideurs, par exemple les politiciens qui sont aisés, est-ce qu'ils accepteront de signer pour un taux de change flottant qui est souhaité par le FMI? Ça, c'est une décision, ça c'est politique, il faut leur demander. Mais est-ce que c'est dans leur intérêt ou pas? Je sais pas, mais probablement qu'ils n'auront pas, ils n'auront pas beaucoup de choix et c'est pas eux qui doivent. Je pense qu'ils n'ont pas le. Voilà. Je pense que c'est une décision qui va s'imposer ou pas. Mais si on doit y passer, il se peut qu'on doive y passer sans avoir le choix. Et là, ils pourront dire ce qu'ils veulent. Donc, une question du public. Pour revenir au taux de change, est-ce que l'idée d'un serpent monétaire comme en Europe dans les années 70 peut être une solution? C'est une très bonne question. C'est ce vers quoi le FMI tend à chaque fois qu'ils interviennent dans un pays. Mais le problème, c'est que le serpent devient vite, la vipère devient vite un cobra qui devient un anaconda. Après, ça s'élargit très vite. La bande dans laquelle le taux de change peut fluctuer s'élargit très vite. Et le problème, en fait, c'est que ça, ce n'est pas soutenable. Il faut le faire quelques années, peut-être, mais ensuite, c'est pas soutenable. Pourquoi? Parce que quand on dit aux investisseurs et au marché, le taux de change est entre 1 et 2. Ils vont aller tester les deux. Ils savent que le 2, c'est la limite supérieure. Si ça se rapproche de 2, ils savent qu'ils peuvent faire sauter le taux de change. Donc, dès qu'on se rapproche, dès qu'on est à 1,9, dès qu'on est à 1,95, ils peuvent faire sauter le taux de change en fonction de ce que le pays aura accumulé comme réserve. Bon, le taux de change saute à 2. Là, on passe à la bande monétaire plus élevée, entre 2 et 3. Ça se rapproche de 3. Les investisseurs attaquent encore le taux de change. Les marchés attaquent le taux de change et on fait sauter le taux de change. Donc, si on le fait, il faut que ce soit crédible. Il faut qu'on ait les moyens de nos ambitions. Et il faut que ce soit surtout court terme. Il faut pas s'aventurer trop longtemps là-dedans. Ok, une autre question du public qui a été posée au début. Donc, comment restaurer la confiance des pays étrangers qui importeraient des produits libanais? Là, je pense que ça se joue au niveau de la qualité. Les décisions d'importer, c'est moins politique que qualité. Si on répond à certaines normes, si on répond, on exporte déjà vers des pays européens certains produits, je pense au vin notamment. Là, je caricature, je donne un exemple, mais en tout cas, on a on a de très belles productions et voilà, si on répond aux exigences de qualité, je pense pas qu'on ait plus de mal à exporter vers les pays européens ou d'autres pays. Je parle des pays européens parce qu'ils ont la réputation d'être les plus exigeants en termes de normes, etc. C'est pour ça que je donne cet exemple. Mais voilà, si on arrive à produire une certaine qualité, et je pense que beaucoup de producteurs en sont capables et l'ont fait, donc pourquoi pas. Ok. Comment, à ton avis, remplacer le programme des subventions qui devrait être stoppé d'ici 2 mois? Ça, je pense que face à ça, il faut avoir des réserves. Il faut avoir accumulé des réserves pour le faire. Il faut pouvoir acheter des dollars à 1500 pour pouvoir maintenir ces subventions. Donc, ça va être limité mécaniquement par les réserves que la banque centrale aura et sera prête
comment dire, à dépenser et à mettre sur la table. Après, à partir de là, on dépendra des aides du FMI, éventuellement de pays européens, d'autres bailleurs, d'ONG. Mais là, on est vraiment dans la réponse de crise. C'est vraiment, il faudra vraiment se poser la question comme ça. Qui va pouvoir nous aider? Qui va, une ONG, un bailleur de fonds, un pays européen? Je pense que une autre question du public intéressante. Est-ce qu'il est raisonnable de considérer que le Liban est en train de vivre une crise qui est normale pour les économies libérales et que ces économies libérales vont subir tôt ou tard mais que notre crise est amplifiée par le Covid. Il pose aussi, ne serait-ce pas l'occasion de construire une économie durable et moins consommatrice de ressources? Oui, je pense moins consommatrice de ressources polluantes. C'est certain, toutes les économies essayent, enfin toutes les économies, non, mais les pays, la plupart des pays essayent de se poser la question. Oui, il faut essayer d'être durable, il faut essayer d'être vertueux. L'environnement nous le rendra. On a un très bel environnement au Liban qu'on s'acharne à saccager, malheureusement. Mais oui, il faut être respectueux de ça, parce qu'il ne faut pas oublier que le tourisme, le tourisme, c'est une partie importante qui pourrait devenir encore plus importante de notre activité. Donc, il ne faut pas s'acharner, comme on l'a fait, à saccager les mers, les montagnes, et j'en passe. Après, pour la première partie de la question, alors la deuxième partie de la question, donc le Covid, oui, évidemment que c'est amplifié par le Covid, et évidemment que le Covid n'a pas aidé. Le confinement, a eu un coût. C'est le cas dans pas mal de pays, mais eux avaient les moyens de financer ce confinement. Après, pour la première partie de la question, c'est plus compliqué, parce que est-ce que c'est une crise d'une économie libérale? L'économie libanaise est libérale. On peut se poser la question. 60, on en parlait tout à l'heure, on en a parlé plusieurs fois. 66%, 70% des ressources qui sont accaparées par le secteur public, qui a gonflé sa dette jusqu'à 150, on est presque à 180% là du PIB. Est-ce que c'est une économie libérale, ça? Non, je pense que c'est l'inverse d'une économie libérale. C'est une économie où c'est l'État qui s'accapare toutes les ressources. Et qu'en plus, malheureusement, l'État est corrompu, alors c'est pas génial de manière générale que l'État s'accapare autant de ressources. Mais si en plus ça ne finance pas une activité ou de l'infrastructure ou de l'éducation ou ce type de bien, c'est doublement nocif. Donc je pense pas du tout que ce soit une crise. C'est au contraire, c'est une crise de l'État. Je sais pas comment ça s'appelle. Je ne pourrais pas faire une crise du. Ok, donc je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on peut terminer. Peut-être un dernier mot, Patrick? Oui. Un dernier mot, alors oui, il faut, pour revenir, parce que c'est le plus urgent quand même, pour revenir sur la crise financière. On disait il y a plusieurs crises à résoudre. Je pense qu'il faut se concentrer maintenant sur la crise financière et la crise sociale. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a énormément de souffrance, il y a énormément de pauvreté, un certain pourcentage, mais un pourcentage significatif de la population qui était déjà élevé passe sous le seuil de pauvreté. Donc c'est vraiment ça, on n'en a pas parlé assez. Je ne sais pas si le gouvernement en est conscient, parce qu'il ne semble pas s'activer. En tout cas, ils sont encore dans leur politique politicienne à essayer de résoudre leur répartition ministérielle. Ça, je pense que c'est urgent d'y faire face. Il faut que ça, ce soit la priorité. Il faut faire repartir le pays au niveau social. Il faut résoudre cette crise sociale, cette crise financière. Et ensuite, on verra comment mettre en place le reste des mesures qui, elles, seront plus
pourront faire repartir l'activité à moyen terme et à long terme. Ok, je te remercie énormément, Patrick, pour ces informations. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir accepté. Non, mais c'était un plaisir et merci à tous ceux qui ont pu assister. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir des discussions et de pouvoir débattre de ces sujets parce que c'est des sujets importants, je pense. C'est des questions qui ne sont pas suffisamment posées et lorsqu'elles sont posées, elles ne sont pas suffisamment adressées. On est encore trop dans la politique politicienne, dans la corruption, dans le clientélisme. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous. Et merci aux participants. Ok, grand merci. À bientôt. À très bientôt.